Buonasera, benvenute e benvenuti al webinar per studenti dal titolo La question ukrainienne. Il webinar rientra nel ciclo di webinar che Luce ed Anna hanno previsto a supporto della preparazione alla maturità. Questo pomeriggio sarà trasmessa in anteprima la registrazione della video lezione in lingua francese della professoressa Galland. Charlotte Galland è professoressa abilitata all'insegnamento della storia e geografia in Francia con la certificazione per insegnare in sezioni ESABAC. Lavora in Italia dal 2017 e insegna nelle classi del triennio. Non mi rimane che augurarvi buon webinar. Buongiorno a tutti, sono Charlotte Galland, sono insegnante di storia e geografia in Francia e ho insegnato al liceo Galvani a Bologna e recentemente il MIUR ha riconosciuto la mia abilitazione, dunque posso insegnare in Italia come docente di geografia. Allora, oggi faremo la lezione in francese su l'Ucraina. Donc la question ukrainienne. La question d'Orient est le terme utilisé au XIXe siècle pour qualifier l'implication des diverses puissances européennes, principalement la France, le Royaume-Uni et la Russie, ainsi que dans une moindre mesure l'Autriche des Habsbourg-Lorraine, l'Italie et la Prusse, en Méditerranée orientale et notamment dans les Balkans, profitant des difficultés de l'Empire ottoman à l'époque. Cette question d'Orient a été au centre des questions géopolitiques et des relations géopolitiques en Europe dans la seconde partie du XIXe siècle. Et donc, dans notre leçon, nous nous demanderons en quoi l'Ukraine est elle-même au centre de l'émergence d'un nouvel ordre géopolitique. Alors, pour cette introduction, j'ai choisi de vous présenter un dessin de Chapat, qui travaille pour le Temps en Suisse. Il est très intéressant parce qu'il évoque le fait que dans cette guerre, évidemment, c'est le retour du passé. C'est le retour du passé, en particulier de l'histoire du 19e et du premier 20e siècle qui fascine. Alors, dans une première partie, nous remonterons le temps et verrons que l'Ukraine est un territoire particulier qui a été de nombreuses fois déchiré entre puissances par le passé, et non de tout temps soumis à la Russie, comme Poutine voudrait nous le faire croire. Puis, dans une seconde partie, nous nous intéresserons aux événements de l'histoire politique récente ukrainienne, de 1991 à 2014, en particulier les révolutions orange et de Maïdan. Enfin, nous considérerons l'invasion russe de l'Ukraine et les conséquences géopolitiques de la guerre actuelle qui a été déclarée depuis le 24 février dernier. Alors, pour débuter, donc, je vous ai mis une carte de l'Ukraine. Et donc, la première partie qui s'appelle « L'Ukraine, un territoire frontière déchiré par le passé ». Alors, premier point, aux origines de l'Ukraine, retour sur le mythe d'une Ukraine de tout temps russe. Si vous avez besoin de repasser un petit peu la géographie de la zone, je vous ai mis également une carte d'Atlas, parce que c'est toujours nécessaire de retourner à la géographie quand on parle de ces territoires qui ne sont pas bien connus et qui ne sont pas beaucoup étudiés aussi bien en France qu'en Italie. Alors, aux origines de l'Ukraine, retour sur le mythe d'une Ukraine de tout temps russe. Alors, le 21 février 2022, le président russe Vladimir Poutine s'est livré à un long discours historique dans lequel il a nié l'existence de l'État souverain et indépendant ukrainien et du peuple ukrainien. Il a longuement évoqué l'histoire de l'URSS depuis 1917 jusqu'à 1989, et en particulier la décision prise par le comité central du Parti communiste de donner plus d'autonomie aux républiques de l'Union soviétique en 1989, en septembre 1989. Alors, comme le note l'historien français Alexandre Rioux, qui est spécialiste de l'Europe orientale et centrale, à aucun moment Poutine n'a fait référence à la décision du Soviet suprême d'accorder l'indépendance à l'Ukraine en 1991. Cette décision a été ratifiée par la Rada ukrainienne, c'est-à-dire le Parlement ukrainien, à 92% des votants, lors d'un référendum qui s'est déroulé le 1er décembre 1991. À aucun moment, Poutine n'a évoqué non plus la particularité de l'histoire ukrainienne, qui n'est pas liée à celle russe,
pas entièrement en tout cas, contrairement à ce qu'il voudrait faire croire. Alors pour comprendre la genèse de la guerre que nous vivons actuellement en Ukraine, il faut remonter au passé ukrainien et en particulier au début du Moyen Âge. Alors, je souhaiterais que vous regardiez donc cette carte. Je vous ai mis une carte qui date de 912, hein, qui rappelle le découpage du territoire en 912. Et donc, c'est la carte de ce qu'on appelle l'État de Kiev, ou la Russe de Kiev, qui a été fondée par les Varegs, un peuple venu de Scandinavie. Alors, ça, c'est je dirais le premier point quand on parle de l'histoire ukrainienne. Pourquoi l'Ukraine est un espace si particulier et pourquoi son histoire est si compliquée? Parce que longtemps, l'Ukraine n'a été qu'un espace géographique, hein, étendu sur plusieurs frontières de pays, traversé de tribus nombreuses, dont des tribus comme celle des Varegs, hein, venus de Scandinavie. Et le mot même Ukraina signifie bordure, hein. Donc, vous voyez que dès le Moyen Âge, il y a créé sur cette bordure au sein de l'Europe centrale un État qui s'appelle l'État russe de Kiev, hein, mais rien à voir avec la Russie. Dans cet espace, les Varegs prospèrent de 882 à 1236, puis ils disparaissent avec les invasions mongoles et avec l'éclatement de cet État en plusieurs principautés. Là débute le malentendu entre la Russie et l'Ukraine, car cette principauté féodale donc de Russe de Kiev, hein, de la Russe de Kiev, s'étendait sur les frontières actuelles du nord de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Russie et de l'est de la Pologne. Hein. Si vous superposez donc la carte que je vous ai mise et la carte précédente, hein, vous pouvez voir un petit peu tous les États voisins de l'Ukraine, et donc vous pouvez resituer, hein, cette Russie, cet État de Russe, hein, la Russe de Kiev. Alors, les Russes considèrent que cette principauté de Kiev est l'ancêtre de la Russie, la mère des villes russes. D'autre part, du 9e au 15e siècle, l'émergence progressive de la Russie a été ponctuée de telles instabilités et déplacements de pouvoir qu'en fait, les historiens russes peuvent se permettre beaucoup d'interprétations différentes. Cependant, la thèse que la Russe de Kiev serait l'ancêtre de l'Empire russe a été largement reprise, hein, même si elle est très critiquée. Elle a été reprise par les historiens français notamment, mais elle est battue en brèche. Alors, vous avez un historien français qui s'appelle Daniel Beauvois, qui est spécialiste de la question de l'Ukraine et qui intervient souvent en ce moment dans les médias français et qui voit le symptôme d'une paresse intellectuelle, hein. Il dit les historiens français se sont rangés du côté de la doxa, hein, disons des habitudes intellectuelles des historiens russes. Ils n'ont pas cherché plus loin. En effet, à l'époque dont on parle, hein, c'est-à-dire au début du Moyen Âge, l'Empire russe n'existe pas, hein. Le mouvement de rassemblement des terres russes qui a donné naissance à l'Empire russe date de la fin du XVIe siècle. La Russe de Kiev est par ailleurs un espace qui était plutôt disons, posté vers l'ouest de l'Europe, hein, donc pour vous ce serait plutôt de ce côté, vers l'ouest de l'Europe, et qui avait des liens plutôt avec l'ouest de l'Europe, hein, des liens commerciaux. Donc ce serait un petit peu comme si on disait que aujourd'hui l'Allemagne devrait être française parce que Charlemagne était à Aix-la-Chapelle. Vous voyez, venait d'Aix-la-Chapelle. Alors, par ailleurs, après la chute de l'Empire mongol, ce territoire qui faisait la Russe de Kiev, hein, a été intégré à un ensemble territorial qui s'appelait le Grand-Duché de Lituanie. Donc rien à voir avec la Russie. Et il était mis en relation avec l'ouest de l'Europe plutôt qu'avec l'est. Ce Grand-Duché était intégré au milieu du XVIe siècle au royaume de Pologne. Et ce royaume de Pologne et ce grand-duché ont formé ensemble une république qui s'est appelée la République des deux nations. Alors, dans cet état national, dans cet état de la République des deux nations, vous avez un sentiment national ukrainien qui va commencer à émerger.
notamment au XVIIe siècle, avec quelque chose qui s'appelle le hetmanat. Alors, si vous regardez dans les petites dates que je vous ai mises en 1569 la création de la République des deux nations, et en 1648, vous avez l'alliance entre le chef de ce hetmanat, l'hetman, donc Khmelnytsky, et le tsar Alexis Ier de Russie. Donc on parle d'une alliance avec la Russie et ce qui est l'ancêtre de l'État ukrainien actuel, seulement à partir du XVIIe siècle. D'accord ? Pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que Poutine ne le mentionne pas, ça c'est dans son discours. Alors, qu'est-ce que c'est que cet hetmanat? En fait, cet hetmanat cosaque, il est dirigé par une assemblée de ce qu'on appelle les Cosaques, qui sont des guerriers des paysans pauvres, qui se sont unis pour créer une sorte d'État, l'hetmanat, au début du XVIIe siècle. Ces personnes-là, donc ces paysans, ils avaient souvent fui le servage. Vous savez que dans cette partie de l'Europe, très souvent les paysans étaient des esclaves qui appartenaient aux propriétaires de la terre, comme au Moyen-Âge. Ils étaient en majorité orthodoxes, ils refusaient d'être convertis au christianisme des Polonais, et donc en réaction à la nation polonaise à laquelle ils étaient unis dans la République des deux nations, ils ont créé un État à part, l'hetmanat, dirigé par un hetman qui est ce Khmelnytsky, et c'est lui qui va conclure une alliance avec le tsar Alexis Ier de Russie, justement en réaction contre le christianisme polonais. Ces Cosaques mènent une série d'insurrections contre les Polonais. Alors, au XVIe, XVIIe siècle, il y a une période de développement culturel importante pour la nation ukrainienne dans le cadre de ce hetmanat. Par exemple, il y a la création d'un collège à Kiev. L'Ukraine reçoit bien sûr des influences de la Pologne, puisqu'elle fait partie quand même de la République des deux nations, mais également de la Lituanie. Et via l'alliance avec le tsar Alexis Ier de Russie, elle reçoit également des influences de la Russie. N'oubliez pas l'Autriche, qui est toute proche de l'Ukraine et qui l'influence culturellement. Alors, dans le cadre de cette alliance avec le tsar Alexis Ier, l'hetmanat d'Ukraine a une administration autonome, elle conserve son armée et le territoire ukrainien n'est absolument pas annexé. D'accord ? Donc ça, c'est une autre chose qui est importante. En 1795, et donc c'est la page 4, a lieu en Europe un événement très important pour l'histoire de l'Ukraine, pas seulement pour l'histoire de la Pologne, c'est le partage de la Pologne. À cette occasion, le territoire de l'hetmanat est divisé. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu plusieurs partages de la Pologne. Celui qui nous intéresse ici, c'est celui de 1795 que je vous ai indiqué donc, sur le document. Là, vous avez les trois. Alors, sur le document, il faut regarder donc, les couleurs bleu clair, vert clair et jaune clair. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, la Russie et l'Empire d'Autriche se partagent le territoire qui appartient à la Pologne. Celle-ci disparaît et l'Ukraine, elle, se retrouve éclatée. Elle se retrouve éclatée entre sa partie orientale qui est rattachée donc, à l'Empire d'Autriche, Galicie-Ruthénie, sa partie occidentale, non excusez-moi, je suis en train de me tromper, sa partie orientale qui est rattachée à la Russie, donc vous voyez toute la partie avec Vilnius, Brest, etc. Et puis sa partie occidentale qui est rattachée à l'Autriche, Galicie et Ruthénie. D'accord ? Et la Bucovine aussi, ce qui est cette petite partie ici, la Bucovine, qui fait actuellement partie du territoire ukrainien. Alors, dans la partie autrichienne, les Ukrainiens bénéficient d'une grande autonomie, en particulier sur le plan culturel, et ça, c'est important pour le développement de leur identité nationale. Ils vont avoir une représentativité politique, alors que dans la partie russe, il y a plutôt une volonté de russification. Quand on parle de la culture ukrainienne, c'est vrai qu'il est difficile d'avoir des repères parce que nous n'étudions pas la culture ukrainienne dans notre parcours scolaire, ni en France ni en Italie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le héros de la culture ukrainienne, c'est Taras Shevchenko, qui était un poète, mais également un peintre ukrainien. Alors, il est né en Ukraine russe, donc je vous ai écrit dans une famille de serfs. Il a été
Donc il était serf, hein, c'était un esclave. Il a été racheté en 1838 par un ami poète russe qui l'a libéré, notamment parce qu'il a vu que c'était un homme qui avait des talents de poète, hein, qui savait lire et écrire. Il a été condamné à l'exil par le tsar Nicolas Ier, et sa vie a été assez tragique, hein, puisqu'il a passé toute la fin de sa vie en exil. À l'image de l'Ukraine, hein, en fait, il n'a jamais pu retourner, enfin, il est mort loin de sa patrie, qui était l'Ukraine. Alors, Taras Shevchenko, il est très connu en Ukraine, il est extrêmement important, et le plus grand de ses tableaux, c'est cette peinture qui s'appelle Katerina, qui est conservée donc au musée qui lui est dédié à Kiev, et qui représente donc cette paysanne ukrainienne, hein, la coiffe des paysannes, qui est enceinte, qui est abandonnée, hein, à sa famille, hein, là on peut voir son père, enceinte par l'homme qui l'a mise enceinte, son amant, qui est un Russe. Alors, vous voyez, le soldat que vous voyez partir là au loin, c'est un soldat russe. Donc il a peint un petit peu le fait que le Russe profite de la femme ukrainienne. Hein. Et c'est un fait culturel qui est important pour les Ukrainiens. Ça fait partie de leur culture. Dans la même époque, c'est-à-dire toujours au XVIIIe siècle, hein, et au début du XIXe, vous avez la formation de la langue ukrainienne, hein, qui est d'abord celle des paysans de la Ruthénie. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de cette région qui s'appelle la Ruthénie, qui était sur la carte précédente. Alors, aujourd'hui, l'ukrainien est la langue des 2/3 de la population de l'Ukraine, alors que l'Est et le Sud du pays sont encore majoritairement russophones. Alors, arrivons à, disons, une période un peu plus récente. Je vous ai mis la date du 9 janvier 1918, c'est notre petit B. Ici, la première indépendance, 1917-1921, et l'intégration dans l'URSS, 1922-1945. Alors, en 1918, vous avez la Rada ukrainienne qui proclame l'indépendance du pays. Pourquoi ce fait en 1918? Alors, entre parenthèses, ici, je vois que j'ai commis une erreur. Hein. Je vous ai écrit 1917, mais c'est 1918. Alors, le gouvernement provisoire de Pétrograd, donc au moment des révolutions russes, a refusé d'accorder la souveraineté à l'Ukraine, même si celle-ci avait proclamé son indépendance, profitant justement de la sortie des révolutions russes pour essayer de gagner un petit peu de souveraineté, un petit peu d'indépendance. Alors, je vous rappelle le contexte, hein, donc vous avez en février-octobre 1917, vous avez les révolutions russes, et donc en 1918, hein, dans le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale, l'Ukraine tente de voir reconnaître son indépendance. On est dans une période très compliquée. L'Ukraine est le grenier à blé de l'Empire russe. Encore aujourd'hui, vous savez qu'on parle de l'augmentation des prix alimentaires, en particulier à cause du blé ukrainien qui n'arrivera pas sur nos marchés, qui ne pourra pas alimenter nos marchés. Donc, dans cette période compliquée de la sortie de la Première Guerre mondiale, des révolutions russes de février et octobre 1917, vous avez une période de famine qui a lieu en Ukraine, mais qui n'est pas une famine provoquée. D'accord ? C'est pas une famine volontaire. C'est une famine qui est liée à un contexte historique compliqué, avec une forte désorganisation politique. Et dans ce contexte, vous avez l'Ukraine qui proclame son indépendance avec son parlement local qui s'appelle la Rada. En 1922, cette Ukraine est intégrée à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et dans cette Union des républiques socialistes soviétiques, vous avez la mise en place des plans quinquennaux, la collectivisation des terres, la création des kolkhozes, hein, ces fermes collectives. Et à partir de là, l'agriculture qui avait déjà été désorganisée au sortir de la guerre et qui avait pu reprendre en partie sa production originelle, va connaître une très forte désorganisation. Et l'État soviétique va organiser une extermination des Ukrainiens par la faim, que les Ukrainiens appellent Holodomor.
Ouais, c'est-à-dire ils considèrent que c'est un génocide, que c'est l'État soviétique qui a voulu supprimer les Ukrainiens, les paysans ukrainiens qui résistaient à la collectivisation. Donc c'est une extermination des Ukrainiens par la faim qui est organisée par les soviétiques afin d'affaiblir les résistances des paysans ukrainiens qui refusaient la collectivisation. Ce génocide fera 5 millions de victimes. Je vous ai mis une photographie donc, des enfants ukrainiens victimes de cette famine. Vous avez un film également qui est paru il y a quelques années, qui a été fait il y a quelques années, sur cette famine organisée. Aujourd'hui encore, pour l'histoire des Ukrainiens, cette famine est très importante. Elle est appelée Holodomor. Et c'est une famine pour eux qui a été provoquée par les Russes. De quoi je voulais vous parler également. Enfin, c'est en Ukraine, toujours au XXe siècle, hein, que va débuter le génocide des Juifs par balle, puisque l'Ukraine était un grand centre de population juive. Quand les nazis vont débuter en 1941 l'invasion de l'URSS, ils vont se retrouver confrontés d'abord en Pologne, mais ensuite sur les territoires soviétiques, comme en Ukraine, à des territoires où il y a beaucoup de populations juives, et ils vont mettre en pratique ce qu'on appelle le génocide par balle. Alors, notamment avec les Einsatzgruppen, qui étaient des hommes qui donc tuaient par balle, d'une balle dans la tête, ou par fusillade, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, parce qu'elles étaient juives. Donc l'Ukraine a aussi, dans sa mémoire collective, ce passé juif, ce passé de génocide juif. Donc c'est quand même un pays qui considère qu'au XXe siècle, il a vécu deux génocides. Celui provoqué par les soviétiques et celui provoqué par les nazis. Et ça, il faut l'avoir bien en tête quand on réfléchit sur la guerre actuelle en Ukraine. Alors, je vous ai mis donc une carte avec les différents Einsatzgruppen, comment ils étaient répartis pendant l'invasion de l'URSS. Hein. Et donc, vous voyez que l'Einsatzgruppe D et celui C donc, ont traversé l'Ukraine pour anéantir les populations juives. Petit c, l'Ukraine après 1945 et la seconde indépendance en 1991. Alors, je vous ai mis une carte de l'URSS à son éclatement en 1991. Vous avez ses limites en 1990 qui sont en rose, ici, hein. Voilà, avec l'Ukraine qui est incluse. Vous avez les frontières des nouvelles républiques en 1991 avec la République ukrainienne donc, qui est indépendante. Et puis, les différents endroits où il y a eu des guerres d'indépendance, notamment en Tchétchénie. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour sa culture générale sur l'histoire récente de l'Ukraine? Alors, la politique soviétique concernant la culture ukrainienne, elle a été fluctuante. Les soviétiques ont oscillé en permanence entre reconnaissance d'une certaine autonomie culturelle et volonté de russifier l'Ukraine. La particularité, c'est celle de Nikita Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev avait exercé des responsabilités en Ukraine par le passé, et donc il a décidé en 1954, par décret, de réunir à l'Ukraine un territoire russe, la Crimée, qui était stratégique pour l'URSS, comme elle l'avait été pour l'Empire russe, puisque la Crimée était la base de la flotte russe en mer Noire. Vous savez que la Russie a très peu de débouchés marins, puisque principalement elle est sur l'océan glacial arctique qui est glacé toute l'année. Elle a donc un débouché sur oriental au niveau du Japon, mais c'est un petit peu plus compliqué, à Vladivostok. En mer Noire, voilà, son seul débouché en fait qui permet de la relier à la mer Méditerranée, c'est la mer Noire. D'où l'importance de la Crimée. Alors, dans les années 1970, il y a en Ukraine, hein, comme en Pologne, un mouvement dissident, hein, dont une partie cherche à accroître l'autonomie du territoire. Et puis les choses évoluent en 1989 avec la chute du mur de Berlin. L'indépendance de l'Ukraine est proclamée le 24 août 1991. Elle est ratifiée par référendum
le 1er décembre 1991, hein, et le premier président de la République, enfin le président de la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui s'appelait Léonid Kravchuk, signe avec le président de la République socialiste soviétique de Biélorussie et avec Boris Eltsine les accords de Minsk, hein, qui mettent fin à l'URSS. D'accord, ils étaient tous les trois présents lors de la signature de ces accords. Ils ont mis en place une communauté des États indépendants qui s'appelle CEI, dans laquelle il y avait effectivement une coopération prévue, hein. Mais à cette époque, l'Ukraine avait déjà ratifié son indépendance. Elle n'était plus un territoire de l'URSS. Okay. Alors, cela nous amène à notre deuxième partie, donc l'histoire de l'Ukraine indépendante 1991-2014. Alors, dans cette indépendance, des tensions vont exister avec la Russie, elles vont persister, notamment parce que l'Ukraine est un territoire qui est très riche en ressources minières, hein. Il n'est pas seulement important du point de vue de l'accès à la mer Noire avec la Crimée, il est également riche en ressources minières. D'autre part, la population ukrainienne est divisée dès les années 90 entre ceux qui veulent conserver des liens forts avec la Russie et ceux qui veulent entrer dans l'OTAN et faire partie de l'Union européenne, hein. Donc vous avez cette division entre un passé, un lien d'attachement fort au passé soviétique et une volonté d'aller de l'avant et d'aller plutôt vers l'ouest avec l'OTAN et l'Union européenne. Alors, je voulais vous signaler une chose. Pour les ressources minières, je vous ai mis des documents, on les verra un peu plus tard. Voilà, vous avez ici hein, les documents sur absolument les deux géants dans le monde des céréales et des oléagineux, et puis les métaux et les minerais industriels que vous trouvez en Ukraine, hein. Notamment, en particulier, il s'agit du manganèse. Et puis pour la production de l'Ukraine, hein, vous avez le maïs, l'huile de tournesol, le blé, hein. Mais bon, la Russie produit plus de blé que l'Ukraine. C'est notamment dû à la taille de son territoire. Alors, ces tensions vont mener à plusieurs révolutions. Tout d'abord, la révolution orange. D'accord. Alors, elle a lieu en 2004. Cette révolution orange voit s'affronter donc Viktor Yushchenko, que vous voyez ici sur l'image, hein, candidat partisan donc d'un rapprochement avec l'Occident, et le Premier ministre, que je ne vous ai pas mis en photo, qui s'appelait à l'époque Viktor Yanukovych, qui était partisan d'un rapprochement avec la Russie. Les soutiens extérieurs russes et américains ont été forts pour les deux camps respectifs. Yushchenko, se méfiant de l'aspect autoritaire du régime, a choisi de faire une campagne avec une forte mobilisation du public. Et à l'issue de l'élection qui a été entachée quand même de pas mal de problèmes électoraux, hein, de fraude électorale, la victoire a été officiellement attribuée à Yanukovych. Qu'est-ce qui s'est passé? Des manifestations ont eu lieu à Kiev. On a parlé alors de révolution orange, hein, c'est pour ça que vous les voyez tous avec des foulards orange. Et après des négociations où sont intervenus les Américains, mais aussi les Européens, le second tour de l'élection présidentielle a été rejoué, refait, renouvelé, et Viktor Yushchenko est devenu président de la République d'Ukraine, une république plus parlementaire que celle que Yanukovych avait en tête de créer. Mais en 2010, lors du mandat des présidentielles suivantes, c'est Viktor Yanukovych qui a été élu. Preuve qu'il y a quand même une ambivalence du peuple ukrainien, des Ukrainiens, entre l'attachement à la Russie et l'Occident, et l'attachement à l'Occident. Cela nous amène à la révolution de 2014. Alors, en 2014, donc on est à la fin du mandat, enfin on est toujours dans le mandat de Viktor Yanukovych. Vous avez une évolution du régime dans un sens autoritaire, hein, notamment avec des réformes constitutionnelles qui visent à donner plus de pouvoir au président et qui visent à lui permettre un rapprochement beaucoup plus étroit avec la Russie de Vladimir Poutine.
En novembre 2013, ce président, donc Viktor Yanukovych, refuse de signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne qui avait été négocié lors du mandat de Yanukovych, et de fortes manifestations ont lieu dans tout le pays. Elles sont durement réprimées, puisqu'elles provoquent la mort de 80 personnes. Et elles provoquent également, en février 2014, une révolution sur la place Maïdan, à Kiev. Vous avez des rassemblements monstrueux qui sont organisés, parce que vous avez toute une population jeune et urbaine qui défend l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, il faut savoir que les négociations avec l'Union européenne pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ont commencé en 2007. Yanukovych avait décidé donc d'y mettre un terme pour lui préférer un accord avec la Russie. Le 21 février 2014, donc durant la révolution de Maïdan, des élections présidentielles anticipées ont été annoncées par Yanukovych pour mettre fin aux manifestations. Il a également annoncé un retour à une constitution plus parlementaire, moins, on va dire, autoritaire, mais l'ordre n'a pas été rétabli et Yanukovych a été destitué par la Rada ukrainienne, le Parlement. Il faut savoir que dès cette époque, la révolution de février 2014 n'est pas acceptée dans le sud-est du pays, qui est russophone. D'accord ? La Russie, quant à elle, refuse de reconnaître l'Ukraine qui n'a pas mis en œuvre la réforme constitutionnelle que Vladimir Poutine espérait à travers Viktor Yanukovych. Alors cela nous amène à notre troisième partie, l'invasion russe de la Crimée et les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine, donc 2014 jusqu'à nos jours, 2022. Alors, petit a, l'indépendance de la Crimée et les républiques autoproclamées. Donc, il a fallu déjà un long temps de débats et de tensions, de 1991 à 1998, pour régler la question du statut de l'Ukraine avec la Russie. Et une négociation en 2010 avec la Russie avait permis de prolonger l'utilisation par celle-ci de la base navale de Sébastopol, qui est donc située en Crimée. D'accord ? C'est la base navale qui permet à la Russie d'accéder à la mer Noire. Et celle-ci son utilisation a été négociée en échange de rabais pour les Ukrainiens sur le gaz russe. D'accord ? En 2014, que décident les Ukrainiens ? Ils décident de supprimer ce privilège russe. C'est-à-dire désormais, la Crimée n'est plus une base navale à laquelle les Russes peuvent accéder. Donc, le 16 mars 2014, il y a une invasion militaire russe qui n'est pas présentée comme telle. L'indépendance donc des forces armées russes pénètre en Crimée, l'indépendance de la Crimée est officiellement proclamée, naissent des républiques populaires. Alors je vous ai mis, vous avez cette carte qui est très intéressante parce que vous voyez justement ces républiques populaires où est-ce que sont nées. Excusez-moi, à Donetsk, dans le Donbass, et donc en Crimée. Alors dans l'ordre chronologique, 7 avril Donetsk, Lugansk 27 avril, et 16 mars, donc un mois et demi avant, vous avez l'indépendance de la Crimée. Elles ne sont reconnues ni par les États-Unis, ni par l'Union européenne, ni par l'ONU. D'accord. En 2015, des accords entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes, à travers la médiation franco-allemande, permettent de mettre fin aux affrontements qui continuaient, puisque face à cette invasion entre guillemets militaires russes, les militaires ukrainiens se sont mobilisés.
Donc en 2015, effectivement, il y a eu des accords de Minsk entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes, puisque quand les Ukrainiens ont vu les forces militaires russes arriver en Crimée, ils ne sont pas restés inactifs, hein, il y a eu des affrontements. Il y a eu ensuite une médiation franco-allemande pour tenter donc de trouver une désescalade, hein, de mettre fin à ces affrontements. Mais de 2015 à 2022, hein, jusqu'en février dernier, de nombreuses violations de ces accords de cessez-le-feu ont existé, hein. Et le 24 février dernier, lorsqu'il y a eu donc l'invasion russe, en fait, il faut bien comprendre qu'on est toujours dans le processus des relations entre Ukraine et Russie depuis 1991, hein. C'est une histoire avec des événements qui se tiennent entre eux et qui ne sont pas indépendants. Alors, je vous ai mis donc dans ce petit B l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, oui, puisqu'on est toujours donc dans la troisième partie, hein, l'invasion russe de la Crimée, les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine. Petit A, l'indépendance donc de la Crimée, les républiques autoproclamées. Petit B, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, je vous ai mis donc une image de la situation au 25 février 2022 avec les différents points d'attaque de la part des militaires russes, hein. Vous voyez qu'il y a des points d'attaque situés entre la frontière biélorusse et l'Ukraine, tout simplement parce que, entre Biélorussie et Ukraine, tout simplement parce que la Biélorussie est un allié de la Russie. Je ne vous lirai pas toute la longue chronologie que je vous ai mise, hein, elle est intéressante si vous voulez pour resuivre le conflit, parce qu'on a tendance à oublier ce que la télévision nous montre les jours précédents et à être dans le moment présent. Donc vous pouvez la lire pour revenir sur les événements de cette guerre. Ce que je voulais, donc là je vous rappelle l'intérêt des ressources minières dans cette invasion russe. Ce que je voulais vous signaler, donc je vous le dis à présent, avant qu'on arrive au nouvel ordre mondial. Donc, alors, on était en train de parler, voilà, des républiques indépendantes et donc de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, il faut comprendre que depuis 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des républiques autoproclamées à Donetsk, à Lugansk et en Crimée. Ces républiques, elles ont mis en place une politique étroitement liée militairement et politiquement à la Russie et à Moscou, hein, la Russie de Poutine. Les populations qui vivent dans ces républiques se sont vues délivrer massivement des passeports russes. Ce sont des populations qui sont déjà en majorité russophones, mais qui n'avaient pas nécessairement la nationalité. Désormais, elles possèdent jusqu'à 800 000 passeports russes, hein, qui leur ont été délivrés. Et elles ont la citoyenneté russe, ce qui permet de justifier les actions militaires de Poutine, qui peut envahir donc le 25 février dernier, le 24 février dernier l'Ukraine, en disant j'ai envahi l'Ukraine parce que je vais défendre mes citoyens russes d'un gouvernement nazi qui les met en danger. Ça, c'est le message de Poutine. Alors, la région du Donbass est une région très intéressante pour les Russes puisque c'est un bassin minier et métallurgique. Les deux villes de Donetsk et Lugansk sont également très intéressantes puisqu'elles sont au cœur de ce bassin. Vous avez la ville Donetsk qui est très riche en sel, hein, avec des mines de sel très importantes, et puis le charbon, hein, les mines de charbon qui sont présentes à Lugansk. L'est de l'Ukraine, donc toute la partie qui est occupée, que vous voyez ici en violet sur la carte, est une partie riche en charbon, hein, donc là encore, pensez au problème des énergies, hein, Poutine ne pense pas transition énergétique, hein. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les énergies carbone, hein, comme le pétrole et comme le charbon. Voilà. Et puis l'est de l'Ukraine est aussi une région qui est très productrice de blé, hein. Donc là encore, pensez à l'approvisionnement en blé de la Russie, à l'importance des défis alimentaires dans un monde dont le climat est en train de changer. Et qui dit changement climatique, réchauffement climatique, dit aussi problème des approvisionnements alimentaires.
Donc, même si l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne est entré en vigueur en 2017, la stratégie russe est déjà développée et déjà dans les cartes depuis au moins 2014, hein, si ce n'est 2010. Le pouvoir russe n'a jamais reconnu les autorités ukrainiennes qui sont nées de la révolution de février 2014. Dans son récent discours, Poutine a nié l'existence même d'une nation ukrainienne et d'un sentiment national ukrainien. Il a uniquement évoqué donc les nazis en parlant du gouvernement des officiels ukrainiens, afin de rappeler, hein, de jouer sur les positions des nationalistes ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque vous avez certains nationalistes ukrainiens qui ont effectivement participé avec les nazis, hein, au génocide des Juifs et des Tsigans. Quand bien même le pouvoir russe présente sa stratégie comme purement défensive et comme réponse à des menaces, celle-ci, hein, s'inscrit en fait dans un projet global de réaffirmation de puissance. Et donc là, on arrive dans le thème de la géopolitique dont je souhaitais vous parler. Quel nouvel ordre mondial? Alors, l'entrée des colonnes de chars blindés russes sur le territoire ukrainien a transformé la situation qui existait depuis 2014 en un affrontement qu'on appelle de haute intensité. Alors, comme le note Édouard Joly, hein, qui est chercheur en théorie des conflits armés et philosophe de la guerre, hein, je vous l'ai mis dans la bibliographie à la fin, le rapport de force donnait a priori un avantage aux Russes, puisqu'ils étaient mieux armés, mieux équipés, tant donc en effectif qu'en équipement, mais également en budget, puisqu'ils sont plus riches que l'Ukraine. Pour autant, on l'a vu depuis le 24 février, hein, les pertes humaines et matérielles de l'armée russe sont supérieures à celles de l'armée ukrainienne, au point d'inclure récemment la mort de 3 officiers généraux et le naufrage également du croiseur russe Moskva. Alors, ce retour de la guerre majeur dans les relations entre les États, hein, retour de la guerre qui n'existait plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, illustre en fait une loi fondamentale du philosophe de la guerre Karl Philipp Gottlieb von Clausewitz, qui était un officier, un général allemand, enfin prussien, théoricien donc de la guerre, qui a vécu au début du XIXe siècle, à savoir que la conduite de la guerre sous sa forme défensive est en soi plus forte que l'offensive. Alors, je ne reviendrai pas sur la résistance courageuse, extrêmement courageuse, que les Ukrainiens ont montré face à l'invasion russe. Il est évident pour le penseur de la guerre, von Gottlieb, que le défenseur a l'avantage du positionnement, il connaît le terrain, il peut choisir les terrains difficiles pour les combats, et on a vu comment les Ukrainiens donc réussissaient à ralentir l'invasion russe, notamment dans les combats de ville, hein, au cœur même de Kiev. D'accord ? Donc cette position défensive, elle tend à affaiblir l'attaquant, hein, et les Russes, effectivement, auraient pu gagner la guerre s'ils l'avaient gagnée rapidement. Mais les Ukrainiens les ayant ralentis, ils se sont retrouvés coupés de leur ligne d'approvisionnement. On a entendu parler de ces soldats russes qui n'arrivaient même plus à trouver de l'essence ou même de la nourriture. Alors, quel nouvel ordre mondial peut naître de cet affrontement? Alors, les crises sont souvent des accélérateurs de tendance, et celle de la guerre en Ukraine voit se dessiner un nouveau rapport de force entre bloc occidental, États-Unis, Union européenne, et bloc de l'Est. Mais attention, l'histoire ne rebat jamais, ne redistribue jamais les mêmes cartes. Donc beaucoup d'entre nous se sentent revivre les années 80 et l'époque de l'affrontement Est-Ouest, de la guerre froide, de l'affrontement URSS, États-Unis. Ici, on ne parle pas exactement d'un affrontement entre idéologie communiste de gauche et idéologie capitaliste. Poutine n'est pas de gauche. D'accord. Poutine est un capitaliste, hein, aussi bien que Biden. Sur cette question économique, il n'y a pas de grande différence.
La différence, c'est sur le type d'État, le type de régime politique. Poutine est à la tête d'un État qui est un État autoritaire, où la démocratie n'existe pas. Il fait une alliance de principe avec la Chine, qui est également un État autoritaire. Donc pas de différence, je dirais, sur les questions économiques, mais des différences sur les questions politiques. Le nouvel ordre mondial qu'on voit se dessiner, c'est un nouvel ordre mondial qui implique également les pays émergents, puisqu'on a vu que lors de l'Assemblée du 2 mars 2022, c'est celle dont je vous parle ici, vous avez des pays comme la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée, la Syrie, qui ont voté contre la résolution qui exigeait que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Parmi les pays qui se sont abstenus de voter, vous avez des pays africains comme le Sénégal, le Maroc, le Cameroun, la Guinée, le Togo, le Burkina Faso, qui sont pour certains de lointaines colonies françaises, et qui ont décidé de prendre des positions, de refuser de prendre position pour un bloc. La Chine, donc je l'ai dit, mais également l'Inde et le Pakistan se sont abstenus. Alors, la Chine va plus loin dans cette alliance. D'abord, Poutine et son homologue chinois ont conclu une alliance objective dans les années 2010. Et puis la Chine relaie activement la propagande russe sur les réseaux sociaux qui met en doute les massacres commis par les soldats russes. Elle relaie des fausses informations sur l'existence de laboratoires américains en Ukraine qui auraient été destinés à concevoir des armes bactériologiques dans le but de discréditer la position des Ukrainiens qui disent « nous avons été envahis ». Et de renforcer la position des Russes et de Poutine qui disent « nous nous sentions menacés ». Par cette Ukraine qui s'éloignait de nous pour se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. D'accord ? Donc on voit ici que se dessine un nouvel ordre mondial complexe, où la guerre redevient un outil de la puissance des États, où on voit s'affronter démocratie, États qui aspirent à la démocratie, c'est-à-dire au libéralisme politique, et parce qu'il n'y a pas de démocratie sans libéralisme politique, et États autoritaires qui prônent le libéralisme en économie, mais qui suppriment les libertés politiques, et qui considèrent ces pays occidentaux, nos pays, la France, l'Italie, les États-Unis, comme menaçants pour eux, au point de ne pas vouloir que l'Ukraine, qui est sur leur marge, sur leur périphérie, sur leurs frontières, accède au régime politique dans lequel nous avons la chance de vivre, c'est-à-dire celui de la démocratie. Dans cet affrontement, l'arme nucléaire joue de nouveau un rôle central, de par son pouvoir à la fois de dissuasion, mais également un pouvoir hypnotisant. Poutine nous parle tous les jours de cette arme nucléaire qu'il pourrait utiliser. Alors, c'est vrai que ça fait naître chez la plupart d'entre nous, et je voudrais conclure sur ce point, une peur qui est naturelle. Mais on devrait se demander, pourquoi en parle-t-il tant ? Pourquoi en parle-t-il tant, Poutine ? Je pense que Poutine cherche à nous faire peur parce qu'il veut nous sidérer. Il veut nous laisser croire que la Russie se sent tellement menacée par cet État ukrainien qui opterait pour la démocratie et pour l'Union européenne, qu'elle serait prête, cette Russie, à utiliser la bombe atomique. Personnellement, et je terminerai sur ce point, je ne crois pas que Poutine ait l'intention, clairement, d'utiliser l'arme nucléaire. Il se contente de s'en servir comme épouvantail pour nous faire peur. Parce qu'il sait que les sociétés démocratiques sont facilement impressionnées par l'agitation de l'arme atomique, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je terminerai là-dessus en disant que on a entendu récemment, donc dans l'actualité, des personnes qui disaient qu'il n'était pas nécessaire de fournir des armes aux Ukrainiens parce que ça renforçait la guerre et ça ferait durer le conflit. Alors n'oubliez pas que dans les années 1930, quand Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, beaucoup d'Européens refusaient, pour éviter une nouvelle guerre, de se battre pour la Tchécoslovaquie. Ils ont dit, mais laissons la Tchécoslovaquie à Hitler.
hein, dans l'espoir que Hitler s'arrêterait à la Tchécoslovaquie. Et donc nous avons abandonné la Tchécoslovaquie, et qu'est-ce qui s'est passé? Hitler a envahi la Pologne. Donc, toujours en histoire, les parallèles ne sont pas nécessairement utiles, mais n'oublions pas que Poutine, se sentant menacé par les démocraties, pourrait très bien décider que l'Ukraine ne lui suffit pas, et qu'il veut aussi que la Pologne ne soit plus un État démocratique, que l'Autriche ne soit plus un État démocratique, hein, que d'autres pays, comme les États baltes, ne soient plus des États démocratiques proches de l'Union européenne ou qui puissent avoir leur place dans l'OTAN. Donc nous devons nous interroger. Ce qu'on a appelé l'esprit de Munich, est-ce que c'est la position qu'aujourd'hui on peut officiellement adopter? Cette position défaitiste. Laissons-le faire pour éviter la guerre. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Ecco, allora ringrazio la relatrice Gallan per questa sua video lezione e ringrazio anche tutte voi per l'attenzione.